Hollywood et la controverse vont souvent de pair. Mais certains films dépassent tellement les limites qu'ils ont failli mettre l'industrie à genoux. Ces films étaient si explosifs que même Hollywood a essayé de les enterrer. Aujourd'hui, nous plongeons dans 25 autres films interdits qui ont presque détruit le vieux Hollywood. Et le numéro 18 vous surprendra complètement. Peeping Tom, 1960. Hollywood n'a jamais hésité face à la controverse, et peu de films l'illustrent mieux que Peeping Tom de Michael Powell. Sorti en 1960, ce thriller psychologique britannique a brisé des frontières en plongeant le public directement dans l'esprit d'un tueur. L'histoire suit Mark Lewis, un caméraman timide qui filme la mort de ses victimes, mêlant voyeurisme et horreur d'une manière révolutionnaire et profondément troublante pour son époque. Lors de sa première, Peeping Tom horrifia tant les critiques que le public. La presse britannique fut particulièrement impitoyable, dénonçant le film comme malsain et maléfique. Powell, autrefois un réalisateur célébré, a vu sa carrière pratiquement détruite du jour au lendemain. Les spectateurs n'étaient pas préparés au mélange troublant de sexualité, de violence et de traumatisme psychologique du film. Contrairement à l'horreur stylisée de Psycho d'Hitchcock, sorti la même année, Peeping Tom était perçu comme trop réel, trop proche et trop menaçant. Les censeurs ont rapidement décidé de bannir ou de fortement restreindre le film. Au Royaume-Uni, il a disparu des salles pendant des décennies. Cependant, avec le temps, Peeping Tom a acquis une réputation de chef-d'œuvre incompris. Les critiques modernes le saluent désormais comme un précurseur du genre slasher et une exploration audacieuse du pouvoir sombre du cinéma. Le film se dresse comme un témoignage des risques et des récompenses de défier le statu quo, parfois au prix de la carrière d'un grand artiste. Baby Doll, 1956. Dans les années 50 conservatrices, peu de films ont réussi à scandaliser comme Baby Doll d'Elia Kazan. Adapté des pièces en un acte de Tennessee Williams, la campagne publicitaire brûlante du film a suffi à elle seule pour faire lever les sourcils. L'affiche, montrant Carol Baker dans un berceau, pouce dans la bouche, a provoqué l'indignation avant que le public n'ait vu une seule image. Mais c'est le contenu de Baby Doll qui a vraiment mis le feu aux poudres chez les censeurs. Situé dans le sud des États-Unis, le film se concentre sur une jeune mariée provocante et la lutte entre son mari vieillissant et un rival. La tension sexuelle est palpable, mais c'est le traitement franc du désir, de la luxure et de la manipulation qui en a fait un paratonnerre. Les groupes religieux, en particulier la Légion de décence catholique, ont condamné Baby Doll comme étant gravement offensant pour les normes chrétiennes et traditionnelles de moralité. Plusieurs États ont interdit le film purement et simplement. Des manifestants ont piqueté les cinémas, et les dirigeants des grands studios ont été critiqués pour avoir osé le distribuer. Malgré, ou peut-être à cause de, la controverse, Baby Doll a attiré des salles combles et a reçu 4 nominations aux Oscars, dont celle de la meilleure actrice pour Baker. Au cours des décennies depuis, il a été réévalué comme un commentaire audacieux et sombrement drôle sur la répression sexuelle et l'hypocrisie. Baby Doll reste un exemple frappant de la façon dont les films qui défient les tabous peuvent à la fois scandaliser et inspirer Hollywood. Les Guerriers de la Nuit, 1979. Peu de films ont provoqué un chaos aussi réel que Les Guerriers de Walter L. Sorti en 1979, ce thriller d'action stylisé se déroulant dans un New York dystopique suit le voyage désespéré d'un gang de rue pour rentrer chez eux après avoir été accusé à tort de meurtre. Sa sortie a coïncidé avec une montée de la violence urbaine des gangs, et la vie a imité l'art de la manière la plus dangereuse. Quelques jours après sa première, plusieurs incidents de violence ont éclaté dans les cinémas projetant The Warriors. Des gangs rivaux ont utilisé les projections comme champ de bataille, entraînant des blessures, des dégâts matériels et même des décès. Les propriétaires de cinéma, craignant pour la sécurité publique, ont retiré le film des écrans ou annulé les projections dans de nombreuses villes. Certains gouvernements locaux ont tenté de l'interdire complètement. Le studio a essayé de calmer la tempête en arrêtant la publicité et en demandant au cinéma de renforcer la sécurité. Malgré ces efforts, la controverse n'a fait qu'accroître la curiosité du public, et le film est devenu un succès au box-office. Les critiques étaient divisées. Certains dénonçaient le film comme irresponsable, tandis que d'autres y voyaient une œuvre visionnaire de mythologie urbaine. Au fil des ans, The Warriors a acquis un statut culte pour sa violence stylisée et ses visuels frappants.
et une bande son palpitantes. C'est un rappel vif de la façon dont les films peuvent parfois déclencher des réactions bien au-delà de l'écran. Crash, 1996. Crash de David Cronenberg est un film que de nombreux spectateurs ont trouvé difficile à regarder, sans parler de l'apprécier. Sorti en 1996, il raconte l'histoire de personnes qui développent des fétiches sexuels pour les accidents de voiture. Le film explore les sombres intersections entre la technologie, le désir et la mortalité, offrant un regard profondément troublant sur l'obsession humaine. Dès que Crash a été présenté en première à Cannes, il a divisé le public et les critiques. Certains l'ont qualifié de dépravé, tandis que d'autres l'ont salué comme une œuvre d'art audacieuse. Le British Board of Film Classification a fait face à une intense pression pour ne pas autoriser sa sortie au Royaume-Uni. Le film a été interdit par plusieurs conseils locaux et retiré des cinémas au Canada. Les manifestants soutenaient que Crash glorifiait la violence et la perversion, certains politiciens appelant à des interdictions totales. Malgré cela, le film a trouvé des défenseurs passionnés qui ont soutenu que la vision troublante de Cronenberg était une exploration légitime, voire nécessaire, des pulsions cachées de la société. Au fil du temps, Crash a été réévalué comme l'un des films les plus audacieux des années 1990, repoussant les limites de ce que le cinéma peut représenter. Son héritage est un puissant rappel que les films vraiment controversés peuvent à la fois troubler et éclairer, nous obligeant à affronter les limites de nos propres zones de confort. L'Exorciste, 1973. S'il y a un film qui a vraiment fait fuir le public des salles de cinéma de terreur, c'est L'Exorciste de William Friedkin. Ce chef-d'œuvre d'horreur de 1973 n'a pas seulement flirté avec la controverse, il l'a embrassée. Racontant l'histoire d'une jeune fille possédée par un démon, l'exorciste a proposé des scènes si graphiques et intenses que certains spectateurs auraient perdu connaissance ou vomi pendant les projections. Les groupes religieux se sont empressés de condamner le film, l'accusant de blasphème et de corruption morale. Certaines villes ont tenté de l'interdire complètement. Les rumeurs d'une malédiction sur la production n'ont fait qu'attiser le feu, avec des histoires d'accidents et de blessures hantant les acteurs et l'équipe. Linda Blair, qui jouait le rôle de Regan possédée, a reçu des menaces de mort et a nécessité des gardes du corps. Malgré, ou à cause de, le tumulte, L'Exorciste a été un immense succès au box-office et est devenu le premier film d'horreur, nommé pour l'Oscar, du meilleur film. Cela a changé à jamais le paysage de l'horreur, faisant de la terreur surnaturelle un phénomène grand public. Des décennies plus tard, il reste un classique controversé et glaçant, prouvant que parfois, ce qui nous terrifie le plus est ce que nous avons le plus besoin d'affronter. Deep Throat, 1972. Les films pour adultes avaient toujours existé à la périphérie de Hollywood, mais aucun n'a percé dans le grand public comme Deep Throat. Sorti en 1972, ce film classé X a choqué le public par son contenu sexuel explicite et la manière dont il a été commercialisé comme un film à voir absolument en rendez-vous. L'histoire, tournant autour de la quête de satisfaction sexuelle d'une femme, était presque secondaire. C'était l'ouverture et l'humour du film qui le rendaient révolutionnaire. Des groupes conservateurs, des chefs religieux et des politiciens se sont mobilisés pour faire interdire Deep Throat. Les acteurs et le réalisateur du film ont fait face à de nombreuses batailles judiciaires et accusations d'obscénité. Dans certaines villes, la police a fait des descentes dans les cinémas, confisquant les copies et arrêtant les gérants. La controverse est devenue si intense qu'elle a fait la une des journaux nationaux, transformant Deep Throat en symbole de la révolution sexuelle. Malgré les efforts pour l'interdire, Deep Throat a connu un succès fou, rapportant des millions au box-office et ouvrant la voie à une vague de films pour adultes dans les années 1970. Son impact sur la censure, la loi et la politique sexuelle ne peut être surestimé, même si son héritage reste controversé à ce jour. Cela prouve que parfois, plus on essaie de supprimer quelque chose, plus cela prospère. Caligula, 1979. S'il n'y a jamais eu un film qui a repoussé les limites de l'excès, c'était Caligula de Tinto Brass. Financé par le magazine Penthouse, cette épopée de 1979 visait à dépeindre la dépravation notoire du plus infâme empereur de Rome. Et elle l'a fait avec un détail sans concession. Le mélange d'intrigues politiques, de violence et de sexe explicite du film était sans précédent à Hollywood. Même avant sa sortie, Caligula était embourbé dans le scandale. Les acteurs prétendaient avoir été trompés.
em aparecer em cenas de pornografia hardcore. Várias versões do filme circularam, com diferentes versões sendo banidas ou censuradas em países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, foi recusado uma classificação pela MPAA, tornando quase impossível exibi-lo em cinemas convencionais. Apesar de, ou talvez por causa da controvérsia, Calígula tornou-se um sucesso de culto. Alguns críticos o viram como um grande fracasso, outros como uma experiência ousada em expandir limites artísticos. O filme permanece infame por seu conteúdo gráfico e produção caótica, e continua a provocar debate sobre onde está a linha entre arte e obscenidade. Último Tango em Paris. Poucos filmes geraram tanto controvérsia ou debate sobre ética artística quanto Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci. Lançado em 1972, este intenso drama erótico estrelou Marlon Brando e Maria Schneider, em uma história sobre um relacionamento sexualmente carregado entre dois estranhos. As cenas explícitas do filme e as revelações décadas depois de que Schneider não tinha sido totalmente informada sobre algumas delas provocaram indignação. Na Itália, o filme foi proibido, e o diretor enfrentou acusações criminais. Nos Estados Unidos, censores ameaçaram dar-lhe a temida classificação X, e alguns estados proibiram-no completamente. Críticos e públicos ficaram profundamente divididos. Alguns saudaram Último Tango em Paris como um avanço em honestidade sexual e profundidade emocional, enquanto outros o condenaram como explorador e degradante. A controvérsia continua até hoje, tornando-se um conto de advertência sobre consentimento e dinâmicas de poder no cinema. Ainda assim, seu impacto na arte do cinema é inegável, abrindo portas para explorações mais francas da sexualidade na tela. Possession. Possession, de Andrzej Zulawski, é um filme que se encontra na interseção do horror, drama psicológico e do surreal. Lançado em 1981, esta produção franco-alemã segue a descida de uma mulher à loucura e as tentativas fúteis de seu marido para salvar o casamento deles. O que começa como um drama doméstico se transforma em uma história de terror obsessiva, com violência gráfica, horror corporal e imagens sexuais perturbadoras. Ao ser lançado, Possession foi rapidamente rotulado como um vídeo obsceno no Reino Unido, um termo usado para filmes considerados extremos demais para o público. Foi banido ou severamente cortado em muitos países, com os censores citando seu conteúdo perturbador. O público e os críticos ficaram chocados com a intensidade da atuação de Isabelle Adjani e o mergulho incessante do filme na loucura. Ainda assim, sob o caos, encontra-se uma poderosa metáfora para o trauma do divórcio, a alienação e paranoia da Guerra Fria. Possession tornou-se desde então um clássico cult admirado por sua ousadia e profundidade psicológica. Continua a ser um lembrete poderoso de que os horrores mais aterrorizantes muitas vezes têm raízes na própria psique humana. No final da década de 1990, Hollywood estava mais disposta a abordar temas controversos, mas O Advogado do Diabo ainda conseguiu levantar sobrancelhas. Dirigido por Taylor Hackford e estrelado por Keanu Reeves e Al Pacino, o filme mistura horror sobrenatural com uma crítica mordaz à ganância corporativa e à corrupção moral. A história segue um jovem advogado atraído para um poderoso escritório de advocacia que acaba sendo dirigido pelo próprio Satanás. A mistura de imagens religiosas, sexualidade explícita e violência do filme levou à censura em vários países. Alguns grupos cristãos pediram proibições, acusando-o de blasfêmia e sacrilégio. Acrescentando à controvérsia, houve um processo judicial sobre o uso de arte com direitos autorais em uma cena crucial, resultando na alteração das edições de vídeo doméstico. Apesar desses problemas, O Advogado do Diabo encontrou seu público e foi elogiado por seus temas provocantes e atuações poderosas. Seu legado é um testemunho do poder duradouro de filmes que não têm medo de questionar os tabus mais profundos da sociedade. Romance. Poucos filmes testaram os limites entre arte e pornografia, como o Romance de Catherine Breillat. Lançado em 1999, este filme francês acompanha o despertar sexual de uma mulher enquanto busca satisfação fora de seu relacionamento sem paixão. A representação sem remorso de sexo não simulado no filme, incluindo cenas com estrelas de filmes adultos, levou a proibições e batalhas de censura em todo o mundo. Em alguns países,
Dans certains pays, les romances étaient interdites ou seulement diffusées en version fortement éditée. Les critiques et le public étaient profondément divisés. Certains ont loué l'honnêteté et la complexité émotionnelle du film, tandis que d'autres l'ont condamné comme obscène. Le film a soulevé des questions importantes sur le désir féminin, l'autonomie sexuelle et les doubles standards de la censure. Malgré, ou peut-être à cause de, la controverse, Romance a été reconnue comme une œuvre audacieuse et provocante du cinéma féministe. Il reste un point de discorde pour les débats sur la sexualité à l'écran, prouvant que l'art qui défie les normes sociales suscitera toujours des réactions fortes. Basic Instinct, 1992. Basic Instinct de Paul Verhoeven est le film qui a ravivé le thriller érotique pour une nouvelle génération. Sorti en 1992, il mettait en vedette Sharon Stone, dans le rôle de l'énigmatique et séduisante romancière, Catherine Tramell, dont les charmes dangereux ensorcellent un détective perturbé. Les scènes de sexe explicites du film, les personnages bisexuels et la violence graphique ont immédiatement attiré les foudres des censeurs, des groupes religieux et des militants LGBTQ. Des manifestations ont éclaté devant les cinémas et plusieurs pays ont exigé des coupes ou ont carrément interdit le film. À Singapour et en Irlande, Basic Instinct a été initialement refusé. Malgré l'indignation, ou peut-être à cause de celle-ci, le film est devenu un énorme succès international. La scène d'interrogatoire tristement célèbre de Stone est devenue l'un des moments les plus discutés de l'histoire du cinéma. Basic Instinct est maintenant considéré comme un classique du genre, sa controverse rappelant la capacité du cinéma à provoquer, titiller et troubler en même temps. Love Camp 7, 1969. Bien avant que le terme « vidéo nasty » n'entre dans la conscience publique, Love Camp 7 avait déjà choqué le public et les censeurs. Sorti en 1969, ce film d'exploitation décrivait les horreurs d'un camp de prison pour femmes dirigé par les nazis. Son mélange de violence sexuelle et de sadisme était si graphique qu'il a été carrément interdit au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays pendant des décennies. Les critiques et les censeurs ont tous deux condamné Love Camp 7 pour son exploitation gratuite d'un traumatisme historique réel. Beaucoup ont soutenu que le film franchissait la ligne qui sépare le provocateur de l'obscène, sans rien apporter au discours artistique. Néanmoins, il est devenu un objet culte parmi les collectionneurs de cinéma extrême. Aujourd'hui, Love Camp 7 est souvent cité comme un exemple avertissant des dangers d'utiliser les atrocités historiques pour le divertissement. Il reste interdit au Royaume-Uni, l'un des rares films à ne jamais avoir obtenu de certification, et constitue un rappel frappant de la capacité du cinéma à refléter et exploiter les moments les plus sombres de l'humanité. Visions of Ecstasy, 1989. Dans le domaine des films interdits, peu sont aussi uniques que Visions of Ecstasy, un court-métrage britannique de 19 minutes qui détient la distinction d'être le seul film jamais interdit au Royaume-Uni pour blasphème. Réalisé par Nigel Wingrove, le film visualise les visions extatiques de la mystique espagnole du XVIe siècle, Sainte Thérèse d'Avila, mêlant imagerie religieuse et sensualité manifeste. Une scène tristement célèbre montre Sainte Thérèse dans une étreinte onirique avec le Christ lui-même. Lors de sa soumission à la British Board of Film Classification en 1989, les censeurs ont refusé de lui accorder un certificat, invoquant les lois strictes sur le blasphème du pays. Des batailles juridiques ont fait rage pendant des années, les défenseurs du film plaidant pour la liberté artistique et l'abolition des lois de censure désuètes. Visions of Ecstasy est devenu un symbole de la lutte pour la liberté d'expression dans les arts. L'interdiction n'a été levée qu'en 2012, après l'abrogation des lois sur le blasphème. Aujourd'hui, Visions of Ecstasy est plus qu'une curiosité. C'est un rappel de la manière dont l'art, la religion et la loi peuvent entrer en collision, et comment l'expression créative testera toujours les limites de ce que la société est prête à tolérer. Funny Games, 1997. Funny Games de Michael Haneke est le rare film qui semble conçu pour énerver son public. Sorti en 1997, ce thriller psychologique autrichien suit une famille terrorisée par deux jeunes hommes dans leur maison de vacances. La violence est glaçante, mais c'est le refus de Haneke d'offrir une catharsis ou des réponses faciles qui déstabilisent vraiment. Funny Games a été interdit dans plusieurs pays en raison de son intensité psychologique et,
violence physique. Les critiques et le public ont trouvé son ton implacable, difficile à supporter. Et des débats ont éclaté pour savoir si le film condamnait ou glorifiait la brutalité. Haneke lui-même a décrit le film comme une attaque contre la complicité du public dans la violence à l'écran. Malgré, ou à cause de, sa controverse, Funny Games a été refait plan par plan en anglais par Haneke lui-même une décennie plus tard. Les deux versions demeurent profondément divisives, des exemples puissants de la manière dont le cinéma peut être utilisé pour confronter, troubler et défier ses spectateurs au niveau le plus profond. Le Lagon Bleu, 1980. À première vue, Le Lagon Bleu semble être une aventure romantique inoffensive située dans un paradis tropical. Mais lors de sa sortie, en 1980, le film a suscité une vive controverse en raison de sa représentation sexualisée d'adolescents. Avec Brooke Shields et Christopher Atkins, il suit deux jeunes cousins qui survivent à un naufrage et qui grandissent ensemble sur une île déserte. Les scènes de nu du film, tournées lorsque Shields n'avait que 14 ans, ont provoqué un tollé et des censures. Plusieurs pays ont interdit ou restreint The Blue Lagoon, tandis que des groupes de défense des droits des enfants ont appelé à des boycotts et à des enquêtes sur les cinéastes. Malgré ces problèmes, le film a été un succès au box-office et est devenu un phénomène de culture pop. Rétrospectivement, The Blue Lagoon est souvent cité comme un exemple des standards changeants dans la représentation de la sexualité et de l'adolescence. Sa controverse reste un sujet de débat sur la liberté artistique, la protection de l'enfance et les limites évolutives de ce qui est acceptable à l'écran. Cannibal Ferox, 1981. Souvent associé à Cannibal Holocaust comme l'un des films les plus extrêmes jamais réalisés, Cannibal Ferox, également connu sous le titre Make Them Die Slowly, est célèbre pour sa violence sans détour et sa cruauté animale réelle. Réalisé par Umberto Lenzi et sorti en 1981. Le film raconte l'histoire d'anthropologues qui rencontrent une tribu de cannibales en Amazonie. Le film a été interdit dans plus de 30 pays, y compris le Royaume-Uni, où il a été poursuivi en tant que vidéo nasty. Des scènes de torture, de mutilation et de massacre d'animaux ont provoqué l'indignation des critiques et des militants. Les censeurs ont exigé des coupures avant d'autoriser une sortie limitée. Malgré, ou à cause de, sa notoriété, Cannibal Ferox est devenu une légende parmi les fans d'horreur. Bien que sa valeur de choc reste élevée, le film se présente également comme un conte d'avertissement sur les limites du cinéma d'exploitation et les conséquences d'aller trop loin au nom du divertissement. Anders als die Ander, 1919. Bien avant le code de production d'Hollywood, ou même les films parlants, le réalisateur allemand Richard Oswald a brisé les tabous avec Anders als die Anderen. Sorti en 1919, c'est l'un des premiers films au monde à plaider ouvertement pour les droits des homosexuels. Le film raconte l'histoire d'un violoniste célèbre dont la vie est détruite par le chantage sous les lois anti-homosexualité en Allemagne. À une époque où l'homosexualité était criminalisée et vilipendée, le message du film était tout simplement révolutionnaire. Les censeurs ont rapidement agi, interdisant le film et détruisant les copies. Les exemplaires survivants furent dissimulés pendant des décennies. Les nazis ont ensuite utilisé l'existence du film comme justification pour des répressions encore plus sévères. Ces dernières années, des séquences redécouvertes ont montré à quel point Anders als die Anderen était audacieux et compatissant pour son époque. Son héritage perdure dans la lutte continue pour les droits LGBTQ et la représentation à l'écran. The Vanishing, 1988, George Sluizer. The Vanishing est un thriller qui a discrètement bouleversé les attentes et le nerf du public. Sorti en 1988, ce film néerlandais raconte l'histoire de la quête obsessionnelle d'un homme à la recherche de sa petite amie disparue. Ce qui distingue The Vanishing, c'est sa fin glaçante et nihiliste, qui a profondément secoué de nombreux spectateurs. Bien qu'officiellement interdit dans la plupart des pays, le contenu troublant du film et l'absence de résolution ont conduit à des restrictions et avertissements dans plusieurs marchés. Les spectateurs s'attendant à un thriller policier traditionnel se sont retrouvés confrontés à une horreur existentielle. Les critiques ont salué l'artisanat du film, mais ont averti que sa fin n'était pas pour les âmes sensibles. The Vanishing est depuis reconnu comme l'un des plus grands thrillers psychologiques jamais réalisés. Sa controverse réside non pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il refuse de
offrir du réconfort, une conclusion ou des réponses faciles. C'est un rappel troublant que parfois les films les plus choquants sont ceux qui nous laissent seuls face à nos peurs les plus sombres. Titicut Follies, 1967. Le documentaire de Frederick Wiseman, Titicut Follies, demeure l'un des exposés les plus puissants de l'histoire du cinéma. Sorti en 1967, ce regard austère et inébranlable à l'intérieur du Bridgewater State Hospital pour les criminels aliénés au Massachusetts a révélé des scènes de négligence, d'humiliation et d'abus qui ont choqué le monde. La caméra de Wiseman a capturé des patients forcés de manger, dénudés et raillés, dépeignant un tableau effrayant de la cruauté institutionnelle. Le gouvernement de l'État a rapidement décidé d'interdire le film, affirmant qu'il violait la vie privée des patients. Mais beaucoup soupçonnaient que le véritable motif était de protéger le public de la brutalité de l'institution. Pendant plus de 20 ans, Titicut Follies a été interdit de sortie générale, projeté uniquement pour des professionnels dans les domaines juridiques et médicaux. Son existence est devenue un champ de bataille pour les débats sur la censure, l'éthique et le pouvoir du cinéma documentaire. Lorsque l'interdiction a enfin été levée, en 1991, les spectateurs ont vu non seulement un document historique, mais aussi un appel à l'action, preuve de la nécessité de transparence et de réforme dans les soins de santé mentale. Titicut Follies est maintenant considéré comme un jalon du cinéma vérité, un film dont les vérités inconfortables ont forcé une nation à affronter les sombres réalités qu'elle préférerait ignorer. Lors de sa sortie en 1975, Salo a été accueilli par le dégoût et la censure. Des interdictions ont frappé l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et une grande partie de l'Europe. Même des critiques de cinéma expérimentés étaient connus pour fuir les salles de cinéma horrifiées. Le film a été poursuivi pour obscénité dans plusieurs pays et pendant des décennies n'était disponible que par des circuits clandestins. Pourtant, malgré sa brutalité inébranlable, de nombreux critiques défendent Salo comme une déclaration politique profonde, un avertissement sur la nature corruptrice du pouvoir absolu. À ce jour, Salo divise les spectateurs comme peu d'autres films. Certains le considèrent comme la confrontation la plus courageuse de l'art avec le mal. D'autres le rejettent comme une dépravation nihiliste. Mais son héritage perdure, défiant les spectateurs à affronter les extrêmes du comportement humain et suscitant des débats sur la censure, le traumatisme et le but même du cinéma. Battle Royale, 2000. En ce qui concerne les films qui ont ébranlé les fondations mêmes des comités de censure dans le monde entier, Battle Royale se distingue. Réalisé par Kinji Fukasaku et sorti en 2000, ce thriller japonais a redéfini les limites de ce que le cinéma pouvait représenter, surtout en ce qui concerne la violence parmi les jeunes. Le film se déroule dans un futur dystopique où, en tant que forme de contrôle social, le gouvernement sélectionne aléatoirement une classe d'étudiants de lycée, les dépose sur une île isolée et les force à se battre jusqu'à la mort. Un seul peut survivre. Dès ses premières projections, Battle Royale a déclenché une tempête de controverses. Les critiques et législateurs au Japon, en Allemagne, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays ont débattu de savoir si le film inciterait les adolescents à la violence dans la vie réelle. Certains le considéraient comme une réflexion glaçante et nécessaire des angoisses sociétales concernant la violence chez les jeunes et les excès du gouvernement, tandis que d'autres le voyaient comme gratuit et dangereux. En Allemagne, le film a fait face à des années de bataille juridique avant d'être enfin rendu disponible. Et dans de nombreux pays, il a reçu les classifications les plus restrictives ou a été entièrement interdit pendant des années. Pourtant, sous la valeur de choc en surface, Battle Royale est un commentaire social acerbe. Il explore des thèmes de confiance, de trahison, de la rupture des règles sociétales et des conséquences tragiques de l'autorité non contrôlée par l'empathie. Le réalisateur Fukasaku, qui a vécu le bombardement incendiaire du Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, a apporté une compréhension personnelle de la violence et de la survie à l'histoire, l'infusant d'une intensité qui semble terriblement réelle. Baise-moi, 2000. Baise-moi de France est un film qui, dès son titre, déclare la guerre à la société bien pensante. Sorti en 2000, cette histoire brute et non filtrée de deux femmes en quête de vengeance alimentée par le sexe et la violence a suscité une controverse immédiate et explosive. Co-réalisée par Virginie Despentes et Coralie Trintignant, toutes deux ayant des antécédents dans
Culture underground. Baise-moi brouille sans vergogne la ligne entre le cinéma d'auteur et la pornographie. Le film présente des scènes de sexe non simulées et une violence graphique, repoussant les limites de ce qui est permis, même dans l'industrie cinématographique renommée pour sa libéralité en France. Interdit purement et simplement dans des pays comme l'Australie et censuré dans son pays d'origine, Baise-moi était si choquant que la France a créé une nouvelle classification 18+, spécialement pour sa sortie. Les critiques étaient polarisées. Certains l'ont salué comme une critique féministe féroce de la violence patriarcale, tandis que d'autres l'ont condamné comme gratuit et exploiteur. Pourtant, malgré toute sa provocation, Baise-moi est plus qu'une simple valeur choc. C'est un cri de rage des marges de la société, exposant les liens entre traumatisme, aliénation et rébellion. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'approche sans compromis du film a changé la conversation autour de la censure, du genre et du rôle de la transgression dans l'art. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage audacieux à travers les films les plus controversés du cinéma. Si vous avez apprécié cette immersion, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires audacieuses sur le cinéma, des récits choquants et des pépites cachées d'Hollywood et d'ailleurs. Votre soutien nous permet d'explorer les recoins méconnus des films. Laissez-nous un commentaire avec vos impressions. Quel film interdit vous a le plus surpris? À la prochaine. Natural Born Killers, 1994. Natural Born Killers, d'Oliver Stone, a une descente hallucinatoire dans l'obsession de l'Amérique pour la violence et la célébrité. Sorti en 1994, ce récit au style débridé de Mickey et Mallory Knox, un couple d'amoureux qui part en virée meurtrière, était autant une attaque contre la culture médiatique qu'une histoire criminelle. Le montage rapide de Stone, les visuels psychédéliques et l'humour noir ont fait du film à la fois une critique et un produit du chaos qu'il dépeignait. Presque instantanément, Natural Born Killers est devenu l'un des films les plus controversés de la décennie. En Irlande et en Australie, il a été carrément interdit. Ailleurs, il a fait face à une forte censure et à des restrictions. L'influence du film ne s'est pas arrêtée au cinéma. Plusieurs crimes réels auraient été inspirés par ces personnages, ce qui a conduit à des poursuites judiciaires et à de nouveaux débats sur la responsabilité des cinéastes. Mais le film de Stone était plus qu'un simple choc. C'était un commentaire incisif sur une société accrochée au sensationnalisme, où les tueurs deviennent des célébrités et la violence devient un divertissement. Aujourd'hui, Natural Born Killers est considéré à la fois comme un produit et une critique de son époque, un rêve fiévreux qui a incité les spectateurs à remettre en question leur propre complicité dans le spectacle de la violence. La dernière tentation du Christ, 1988. La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese est l'un des films religieux les plus débattus jamais réalisés. Sorti en 1988, ce n'est pas l'épopée biblique typique. Au lieu de cela, il ose dépeindre Jésus-Christ comme un homme qui lutte avec le doute, la peur et les désirs terrestres. L'interprétation vulnérable de Willem Dafoe a apporté une profondeur émotionnelle rarement vue dans le cinéma religieux, humanisant une figure souvent présentée comme intouchable. Mais cette humanité a eu un prix. Avant même la première du film, des organisations religieuses du monde entier ont appelé à des interdictions, organisé des manifestations et lancé des menaces. En Grèce, en Turquie et aux Philippines, le film a été carrément interdit. Aux États-Unis, les cinémas ont fait face à des piquettes de grève, et une projection en France a même été attaquée à la bombe incendiaire. Les opposants l'ont qualifié de blasphématoire, particulièrement outrés par sa séquence de rêve imaginant Jésus dans une relation sexuelle avec Marie-Madeleine. Pourtant, de nombreux critiques et théologiens ont trouvé le film profond et stimulant, une exploration sincère de la foi, du sacrifice et de la tentation. Scorsese, lui-même catholique dévot, a conçu le film comme une exploration spirituelle. Voyage. Aujourd'hui, La dernière tentation du Christ est reconnue comme une puissante méditation sur la croyance, le doute et les coûts de la véritable humanité, sa controverse étant un témoignage du pouvoir durable du cinéma à susciter le débat et l'introspection. Pink Flamingos, 1972. S'il y a jamais eu un film qui porte fièrement le badge d'offensant, c'est bien le Pink Flamingos notoire de John Waters. Sorti en 1972, ce film de minuit n'a pas seulement brisé les tabous, il les a piétinés.
mettant en vedette la légendaire drag queen Divine. Pink Flamingo raconte une compétition pour être nommée la personne la plus immonde en vie. Ce qui se déroule à l'écran, ce sont des actes si vulgaires, scandaleux et joyeusement de mauvais goût qu'ils suscitent encore des chuchotements choqués des décennies plus tard. La scène finale notoire du film est devenue légendaire dans les milieux underground, inspirant à la fois du dégoût et une adoration de culte. Interdit dans des pays comme l'Australie, la Norvège et certaines régions du Canada, Pink Flamingos est rapidement devenu l'emblème du cinéma transgressif. Aux États-Unis, les projections étaient parfois diffusées, et le film faisait l'objet d'audiences pour obscénité. Mais l'indignation n'a fait qu'alimenter sa légende. Les spectateurs remplissaient les séances de minuit, créant une expérience bruyante et interactive qui faisait du film un rite de passage pour les amoureux de la contre-culture. Malgré, ou peut-être à cause de, sa valeur choc impénitente, Pink Flamingo est maintenant salué comme une œuvre révolutionnaire dans le cinéma queer et outsider. L'audace de Waters à embrasser le mauvais goût a fait du film une célébration des marginaux et des rebelles de la société. Plus qu'un simple spectacle de monstres, Pink Flamingo est une lettre d'amour à l'idée que l'art ne devrait jamais s'excuser d'être provocateur. Salo ou les 120 journées de Sodome, 1975. Aucune liste de films interdits n'est complète sans le célèbre Salo ou les 120 journées de Sodome. Réalisé par l'auteur italien Pier Paolo Pasolini, Salo adapte le roman le plus dépravé du marquis de Sade en une méditation poignante sur le pouvoir, le fascisme et les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Le film suit un groupe de libertins riches qui kidnappent des adolescents et les soumettent à des actes de violence sexuelle, de torture et ou